Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour partager les résultats préliminaires de mon mémoire. Donc, on va commencer. Juste un petit plan de la présentation. Donc, il va y avoir une mise en contexte théorique là, du mémoire, les objectifs et le cadre théorique, la méthodologie, quelques résultats préliminaires, la conclusion et, bien sûr, comme Marie-Marthe l'a dit, une période de questions et d'échanges. Puis, je vous invite vraiment à le faire et à vous sentir libre là, de poser des questions, d'apporter vos commentaires. J'ai choisi d'aller plus rapidement sur certains éléments. Vous allez voir surtout de la mise en contexte théorique, les objectifs. C'est pas que c'est pas important, mais justement, je voulais garder du temps pour qu'on voit les résultats ensemble et qu'on puisse en discuter par la suite. Mais vous pourrez toujours poser des questions là, dans la période si vous avez par rapport aux choses qu'on aura vues plus rapidement. Je vais aussi envoyer la présentation PowerPoint à Marissa après la présentation pour qu'elle puisse là, vous l'envoyer. Donc, vous pourrez relire aussi les choses où on est passé plus vite. Là. Donc voilà, on y va. Donc la mise en contexte théorique du mémoire. En fait, l'itinérance chez les femmes jusqu'à tout récemment, c'était peu documenté. C'est souvent en fait caractérisé par de l'itinérance cachée et invisible. Et selon certaines données, il y aurait une augmentation de la proportion des femmes et des familles en situation d'itinérance au Canada. Et une utilisation plus marquée des hébergements d'urgence au Canada chez les mères en situation d'itinérance. Et les causes principales de l'itinérance chez les mères, c'est, selon ces auteurs-là, la violence et la pauvreté. Excusez-moi. Donc, les femmes en situation d'itinérance, il y a certains enjeux qui sont plus susceptibles d'être vécus par elles. Donc, entre autres, des états de santé mentale qui sont associés à la peur, l'anxiété, la dépression et le choc post-traumatique, la consommation de substances psychoactives et aussi un risque plus élevé que les hommes de vivre des violences familiales, interpersonnelles et particulièrement d'un partenaire intime. Au niveau de la maternité, c'est un parcours de vie complexe qui est porteur de conséquences sur la maternité. Donc, ce que les travaux montrent, c'est qu'il y a des enjeux au niveau de l'exercice du rôle de mère et la présence de risques pour les enfants, notamment au niveau de l'attachement, de la disponibilité émotionnelle, de certaines pratiques parentales qui sont qualifiées de trop strictes ou encore de négligentes. Des enjeux qui sont liés à la garde d'un ou plusieurs enfants. En fait, les femmes qui sont en situation d'itinérance, qui vivent la violence conjugale, qui ont des enjeux de santé mentale ou de consommation, ont un risque plus grand de perdre la garde d'un ou de plusieurs enfants. Et il y a aussi des enjeux qui sont liés à ce qu'on nomme la construction de la maternité dans les rapports sociaux de pouvoir, c'est-à-dire que le patriarcat, le racisme et le colonialisme vont aussi influencer, vont créer des préjugés, vont faire en sorte qu'il y a une surveillance accrue des pratiques parentales des mères. Ça fait aussi en sorte qu'il y a une surreprésentation des enfants noirs et autochtones au sein de la DPJ, et tant sur le plan des signalements, des suivis, mais aussi des placements et des placements hors famille et hors communauté autochtone. D'un autre côté, au-delà du risque et des difficultés qui ont été associées à l'expérience de la maternité, il y a pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants. Et là, j'ai mis l'exemple de stratégies, les nombreux efforts qu'elle déploie pour répondre aux besoins. En plus, se garder du temps, mais vous pourrez retourner les lire par la suite. Là. Il y a aussi plusieurs exemples de stratégies qui sont mises en place à la sécurité et au bien-être des enfants. Et vous avez... Donc, on est rendu aux objectifs et le cadre théorique du mémoire. Donc, le but général est de mieux comprendre dans une perspective féministe le parcours de maternité des femmes qui ont vécu de la violence conjugale et des situations d'itinérance. Les objectifs spécifiques, identifier les circonstances qui ont mené à des séparations temporaires ou permanentes entre les mères et leurs enfants.
décrire les stratégies déployées par les mères pour protéger leurs enfants, pour répondre à leurs besoins et assurer leur bien-être, ainsi que pour maintenir le contact avec ceux-ci. C'est là-dessus que j'ai mis l'accent un peu plus aujourd'hui dans la présentation des résultats préliminaires. Et il y avait aussi un troisième objectif spécifique qui est de documenter les obstacles et les éléments facilitants rencontrés par les mères dans les différents services qu'elles ont utilisés en lien avec la maternité. Donc, le cadre théorique, c'est le féminisme intersectionnel et la grille d'analyse qui va être mobilisée s'articule autour de 4 dimensions, donc théoriques, qui sont représentationnelles, institutionnelles, quotidiennes et intersubjectives. Au niveau de la méthodologie, c'est une analyse secondaire des données. Donc, Marie-Marthe l'a introduit tout à l'heure, ça s'inscrit dans une recherche-action participative qui visait notamment à documenter les liens entre la violence d'un partenaire intime et l'itinérance vécue par les femmes. C'est une recherche qui a été réalisée par des chercheurs universitaires, des chercheurs étudiantes, des experts de vécu, des chercheurs partenaires. Et il y avait aussi l'organisme Relais Femmes. C'est un organisme de liaison et de transfert de connaissances favorisant les projets de recherche et d'intervention entre les milieux de pratique universitaire. La deuxième phase de l'étude a permis de mener 46 entretiens de type récit de vie auprès des femmes dans 8 régions administratives du Québec. Donc, de l'analyse de ce projet-là est ressorti, entre autres, 4 trajectoires types de passage vers l'itinérance. Donc, la trajectoire 1, il y avait 25 participantes dont le parcours de vie s'inscrit là-dedans et c'est en fait plusieurs relations intimes violentes de courte durée imbriquées dans un parcours d'itinérance débutant vers la fin de l'adolescence. Et je les réponds en détail les 4 autres parce que la trajectoire 2, 3 et 4, en fait, ce sont toutes des situations d'itinérance qui ont été produites dans le cadre d'une longue relation intime significative violente, avec certaines particularités là, pour l'entrée dans l'itinérance que vous pourrez relire par la suite. Pour l'échantillonnage de mon mémoire, en fait, c'est un échantillon non probabiliste, typique ou intentionnel. La sélection a été effectuée parmi les femmes dont le parcours de vie s'inscrit dans la trajectoire 1 qu'on vient de voir ensemble. Et les raisons, c'est qu'en fait, les participantes ont abordé vraiment plusieurs enjeux en lien avec la maternité dans cette trajectoire-là. Il y a aussi une sensibilité particulière qui a été accordée pour inclure et visibiliser certaines femmes moins entendues et les expériences hétérogènes. Donc, il y a 14 participantes qui ont été retenues dans le cadre de l'échantillon à partir des critères d'inclusion suivants, donc avoir au moins un enfant et avoir vécu une ou des séparations temporaires ou permanentes avec un enfant, avec au moins un enfant, en fait, durant l'enfance et l'adolescence. Donc, les principales caractéristiques de l'échantillon. Au moment de l'entrevue, les participantes étaient âgées entre 20 et 52 ans pour une moyenne de 37 ans. Elles avaient entre 1 et 7 enfants dont l'âge variait de quelques mois à 26 ans. Donc, il y a 13 participantes qui avaient une trajectoire d'emploi discontinue, donc des allers-retours sur le marché de l'emploi dans des secteurs précaires, atypiques. Donc, les services les emplois reliés souvent aux services, donc les restaurants, les hôtels, les maisons, les foyers pour personnes âgées. Donc, principalement, c'était dans ces secteurs-là. 12 participantes qui ont abordé des enjeux liés à la santé mentale. 11 qui ont eu une trajectoire de consommation de substances psychoactives, 7 participantes qui ont eu des enjeux liés à la garde des enfants, 4 femmes qui étaient en situation de handicap, 2 femmes qui étaient dans la diversité sexuelle et de genre, 2 femmes avec une identité autochtone et une femme racisée avec un parcours d'immigration. Bon, excusez-moi, je vais juste déplacer ça parce que là, je ne vois pas bien. OK. Donc, au niveau de la pertinence du mémoire de recherche, en fait, il y a peu d'études sur l'expérience de la maternité chez les femmes en situation d'itinérance au Québec.
Et il y avait certaines limites aussi au niveau des travaux. Marie-Marthe l'a un petit peu parlé au début. En fait, c'est aussi quand on sort du Québec, là, quand on sort du contexte de la littérature du Québec, les recherches ou la majorité des travaux là, qui sont intéressés à la maternité, aux effets sur la maternité, excusez-moi, de l'itinérance, de la violence conjugale et de certaines problématiques associées, enjeux de santé mentale, consommation, l'ont été abordés en silo, en fait. Donc, c'est chacune de leur côté, ça peut avoir tels impacts sur la maternité, ça aussi. Et aussi souvent à partir d'une méthodologie quantitative qui laisse peu de place à la parole des mères. Donc, c'est ce que ça va permettre avec ce mémoire de recherche-là, c'est que la méthodologie est centrée sur la parole des femmes à partir de leur point de vue à elles. C'était aussi un besoin qui était exprimé par les partenaires de la recherche principale. Et il y a une nécessité de rendre visible la parole de femmes peu entendues, particulièrement lorsqu'il est question de la maternité. Donc, les femmes en situation d'itinérance, les femmes racisées, les femmes immigrantes, les femmes autochtones, les femmes qui ont une consommation ou des enjeux de santé mentale. Donc, on est rendu dans les résultats préliminaires. J'ai fait comme une petite synthèse dans le fond des portraits sommaires des participantes. Et c'est certaines choses qui ressortent, là. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais bon, je suis allée aussi. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les participantes de l'échantillon ont un parcours durant l'enfance et l'adolescence qui est particulièrement marqué par des violences familiales. Donc, en fait, toutes les participantes ont vécu une ou plusieurs formes de violences familiales qui ont entraîné plusieurs conséquences sur leur vécu, notamment un ou plusieurs placements institutionnels en vertu de la loi de la protection de la jeunesse visant à mettre fin à la situation de compromission. Donc, il y en avait 4 participantes et aussi 4 participantes pour qui il y a eu un départ précipité de leur domicile familial et l'entrée dans l'itinérance durant l'adolescence. Donc, c'est les femmes qui ont mis elles-mêmes en lien ces choses-là en disant par exemple, j'ai été expulsée 2 fois du domicile familial et je me suis retrouvée en situation d'itinérance de rue à l'âge de 12 ans. D'autres qui ont quitté, qui ont fugué de la maison à l'adolescence pour fuir les violences qui étaient vécues. Donc, voilà. Il y avait aussi un parcours... un parcours à l'âge adulte et après avoir quitté le domicile ou amorcé l'entrée dans l'itinérance qui était particulièrement marqué aussi par des relations intimes empreintes de violence. Donc, il y avait les 14, en fait, la totalité des femmes de l'échantillon ont vécu de la violence psychologique. 12 ont vécu de la violence physique et parmi les 12, il y en a 5 pour qui certaines de ces violences physiques-là ont mis leur vie en danger. 11 ont vécu des violences économiques, 10 de la violence post-séparation et 5 de la violence sexuelle. Ces violences-là qui ont entraîné plusieurs conséquences, notamment sur leur parcours de la maternité, sur le plan économique, psychologique et physique, dont des situations de handicap permanent pour 3 participantes. Donc là, je me suis amusée un peu à faire un schéma sur les trajectoires de garde, parce que ce qui ressort beaucoup, c'est que les trajectoires de garde sont souvent complexes et multiples aussi. Je ne lirai pas tout en détail, c'était juste pour vous présenter visuellement puis vous expliquer un peu. Sur les 14 mères, il y en a 3 pour qui il n'y a pas eu d'intervention de la part de la DPJ. Donc, 2 participantes qui avaient la garde là, au moment de l'entrevue, mais qui avaient connu des périodes de séparation temporaire avec les enfants. Une participante qui a eu la garde de son enfant pendant plusieurs années et qui a confié par la suite là, son enfant à la famille durant quelques années. Il y a 10 participantes pour qui la DPJ est intervenue à un moment, à un autre, ou pour un enfant ou pour les enfants. Donc, il y en a 2 pour qui la DPJ est arrivée plus tard. En fait, c'est que la mère avait confié les enfants au père et plusieurs années plus tard,
La DPJ a eu un signalement de maltraitance et de négligence, donc les enfants ont été placés là, en centre jeunesse et dans un foyer de groupe. Il y a eu un placement temporaire par la DPJ qui a été demandé par une participante. Et il y a aussi eu un placement temporaire par la DPJ qui a été fait pour une autre participante. Il y a eu un signalement pour abus sexuels du père envers les enfants. Les enfants ont été placés d'urgence pendant 48 heures, le temps de l'évaluation, et le signalement a été évalué comme non fondé, en fait. Donc, les enfants sont retournés au domicile après. Il y en a 7 pour qui il y a eu des placements à majorité ou des adoptions. Donc là, vous allez voir aussi, j'ai mis 10 avec la DPJ, puis quand on fait le total là, dans le tableau à droite, ça donne 11, mais c'est simplement qu'en fait, pour la même participante, elle a vécu, la DPJ est arrivée plus tard et il y a eu un placement temporaire. Donc, c'est ce qui explique le décalage entre les deux. Donc, là, je ne passerai pas en détail nécessairement tout là, les choses-là parce que ça fait beaucoup, mais vous pourrez les relire ou on pourra en reparler ensuite là, si vous avez des questions ou des commentaires. Au niveau des stratégies mobilisées par les participantes qui sont en lien avec la maternité, il y a des stratégies qui ont été mises en place ou mobilisées par les mères pour maintenir les liens après une séparation temporaire ou permanente avec les enfants. Donc, il y avait notamment aller visiter les enfants, aller les chercher ou les recevoir au domicile, participer à des visites supervisées via la DPJ. Donc, appeler, écrire aux enfants et aussi stabiliser ses conditions de vie. En ce qui concerne les visites supervisées ou à visiter, aller chercher ses enfants, une chose qui est importante aussi de souligner, c'est qu'il y a certaines participantes qui avaient des longues distances à parcourir là, pour maintenir le contact avec leurs enfants parce que c'était pas dans la ville où les enfants étaient placés ou confiés. Donc ça vaut la peine de le dire. Je ne lirai pas toutes les citations, mais je vais en lire une là, à chaque diapositive pour qu'on puisse voir un peu. En fait, il y a Ariane qui dit « J'ai dit à mon gars, je vais pogner un divan-lit à ma fille aussi. J'ai dit, regarde, on va s'arranger de quoi? J'ai dit, c'est sûr que ce ne sera pas le gros luxe, c'est sûr que ce ne sera pas des meubles à 10 000. Est-ce que tu considères que tes enfants te motivent à faire un changement dans ta vie? Ça, c'est la personne qui faisait l'entrevue qui a demandé. Et la participante a répondu oui. Ben, pas un changement dans ma vie, mais que j'aille un logement, que je puisse les avoir chez nous. Ariane, en fait, a confié ses enfants en adoption. Il y en a un qui a eu un placement en majorité. Et là, ses enfants sont, il y en a un qui était adolescent et sa fille était à l'âge adulte. Donc, c'est juste pour vous situer un peu, là. Elle avait renoué le contact avec certains de ses enfants et voulait s'installer dans un logement là, pour pouvoir les recevoir. Il y a eu aussi des stratégies pour maintenir les liens quand l'ex-conjoint exerce de la violence post-séparation en instrumentalisant les enfants. Donc, il y a des participants notamment qui ont eu recours aux services dans le réseau de la santé et des services sociaux. Par exemple, faire appel à une travailleuse sociale, appeler les policiers quand c'est l'heure de visiter les enfants. Il y a aussi des femmes qui se sont défendues, argumentées avec l'ex-conjoint. Et le recours au réseau informel, donc, et c'est celle-là que je vais vous lire. Donc, il y a Alice qui dit j'ai envoyé tout ça, les messages qu'il m'a dit. En fait, son ex-conjoint ne voulait pas la laisser voir là, sa fille. Donc, elle dit j'ai envoyé tout ça, les messages à ma famille, à certains de ses proches à lui. Ils ont commencé à se mettre contre lui et il a compris que ce qu'il a fait était, bien, ils m'ont dit qu'il avait compris ce qu'il a fait et qu'en fin de compte, il a décidé de me laisser le voir. J'ai mis celle-là aussi parce que je trouvais ça important de le mettre en lumière aussi. Il y a des femmes qui ont eu des stratégies pour recréer des liens, donc des liens qui avaient été rompus depuis plusieurs années avec les enfants. Donc, il y avait Nadia qui avait contacté là, sa fille par écrit. Elle dit « J'ai demandé une chose à ma fille à un moment donné. Elle n'a pas accepté. » Puis, je lui ai écrit aussi une lettre quand même assez longue, mais je n'étais pas rendue là, il faut croire dans la vie pour la ré-rencontrer.
Au niveau des stratégies pour protéger les enfants de la violence conjugale et de la maltraitance, donc il y avait changé les enfants d'endroit ou de pièces là, dans la maison ou dans l'appartement, bon, refuser d'envoyer les enfants chez le père, éviter de laisser les enfants avec le conjoint violent et aussi s'interposer. Et il y a Jacinthe qui dit, par exemple, t'as pas d'affaire à parler de même à ma fille. Ça, tu laissais, là, la personne qui fait l'entrevue, a dit ça, tu laissais pas passer ça. Elle disait non, non, non. C'est comme insulte-moi, tu touches pas à mon bébé. C'est comme si j'essayais de détourner sur moi pour qu'elle lâche la petite. Toujours dans la même poursuite des stratégies pour protéger les enfants de la violence conjugale, de la maltraitance, une diapositive que je trouvais vraiment intéressante de vous lire, c'est que, bon, il y avait, bon, ne pas dénoncer, se taire, avoir recours au service, des séjours dans la famille, mais il y avait aussi marcher sur des œufs, pratiques parentales strictes. Ça revient un peu à ce que je disais qui ressortait dans la littérature scientifique, mais quand on le met en contexte, c'est des entrevues qualitatives qui permettent vraiment de mieux comprendre. Il y a Jacinthe qui dit « On marche sur des œufs. On essaye de ne pas déclencher rien. On essaye de tenir les tensions basses, puis chute, chute, chute. Puis je te dirais que ma fille, je l'ai beaucoup réprimée. Pour pas que l'autre saute un plomb. Pour pas que l'autre trouve que ma fille est dérangeante. Pour pas que. Fait que ma fille a été beaucoup punie. Puis je la lis, je la mets en lumière parce que ça s'inscrit dans une stratégie qui est pour protéger les enfants. Mais si on ne comprend pas le contexte alentour, ben, ça peut s'inscrire aussi dans des problématiques de relations avec les enfants ou de problèmes dans l'exercice du rôle maternel, alors que à la base, le problème, c'est la violence conjugale. C'est pas les pratiques de la maman. Donc, si on tombe au niveau dans des stratégies que les femmes ont mis en place pour répondre aux besoins des enfants et assurer leur bien-être, il y avait confier des enfants en adoption à la famille ou au père, donc des mères qui disaient j'ai choisi de confier mes enfants en adoption ou j'ai confié mon enfant à ma mère parce que j'étais pas assez stable dans ma vie et je voulais qu'elle puisse avoir une stabilité. Il y avait aussi d'avoir recours aux services, d'avoir recours au réseau informel et j'ai mis aussi voler. Parce qu'il y a Nadia qui dit, sur le côté de la maternité, bien des fois, c'était difficile. Donc, vivre le stress, puis je vivais beaucoup de stress. Il fallait que j'aille faire des vols pour y arriver. Je vivais de la violence parce que lui, il continuait à consommer. Je volais de l'argent pour ça. La violence, beaucoup monétaire. Donc, elle, une des stratégies pour être capable de répondre à ses besoins à elle et à ceux de ses enfants, c'était de faire des vols en raison de la violence qu'elle vivait. J'ai mis aussi quelques obstacles et éléments facilitants dans l'utilisation des services en lien avec la maternité et c'est sûr que c'est une analyse préliminaire, donc c'était juste pour qu'on puisse, que vous puissiez avoir une idée et qu'on puisse en discuter aussi. Je trouvais ça intéressant. Donc, parmi les obstacles qui avaient été soulevés par les participants, il y avait des enjeux au niveau un manque au niveau de la confidentialité lors des visites supervisées. En fait, c'est Cassie qui mentionnait que les visites allaient recommencer à être à la maison de la famille proche de chez elle plutôt qu'à la DPJ et que ça amenait des enjeux au niveau de la confidentialité parce que elle connaissait les personnes qui s'allaient, c'est un petit milieu, elle connaissait les personnes de la maison de la famille, donc elle trouvait ça difficile pour ça. Il y a aussi des participantes qui disaient que il y a eu de l'invisibilisation, non-reconnaissance des besoins. Il y avait aussi des enjeux au niveau des délais de placement maximum, de la distance à parcourir pour les visites supervisées et qu'elles ont perçu qu'il y avait certains jugements et préjugés de la part de certaines intervenantes, particulièrement de la DPJ. Je vais lire la diapo de Nadia. Elle dit « Les rencontres, ce n'est pas facile. » Donc, elle fait référence aux rencontres avec sa fille, les visites supervisées. Elle a toujours peur que la famille ne vienne pas la chercher ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai passé une porte et je ne suis pas revenue lui dire. La justice ne m'a pas laissé la chance de dire à ma fille, bien, tu vas aller dans une vraie famille. Ils vont prendre soin de toi, on va se revoir après. Et pourquoi elle mentionne ça, c'est qu'en fait,
justement, comme elle commettait des vols pour survivre puis répondre aux besoins de ses enfants, elle a été arrêtée, elle a eu une trajectoire d'incarcération. Et au moment où la justice, lui a donné sa sentence, puis elle est partie, il y avait aussi la DPJ qui était avec sa fille. Et ben, il y a comme personne qui lui a laissé juste dire à sa fille avant qu'elle soit emmenée en prison, écoute, justement, tu vas être dans une famille, ça va bien aller. Donc ça l'a amené à des obstacles et des conséquences là, dans sa relation avec sa fille, son expérience de la maternité. Il y a eu aussi des éléments qui ont été facilitants. Donc, les participantes ont nommé, entre autres, d'avoir eu une autorisation de contact là, avec sa fille après une longue période de séparation. Le recours au service a facilité le maintien des contacts avec les enfants dans un contexte de violence post-séparation. Il y a aussi des femmes qui ont dit, je me suis sentie respectée dans mon rythme avec l'intervenante et aussi la disponibilité de l'intervenante. Donc, on peut regarder au niveau de la diapositive de Laure qui dit, tu vois, elle était placée jusqu'à 19 ans. Sa fille, pourquoi 19 ans? C'est que c'était au Nouveau-Brunswick, là, c'est un peu différent du Québec. Quand j'ai signé en 2008, je la vois, c'est un miracle. Je n'ai jamais perdu espoir, mais elle était supposée être partie dans le système pas mal. Fait que jusqu'en 2007, la DPJ m'appelle au mois de novembre du Nouveau-Brunswick, puis elle dit, Laure, si tu veux parler à ton enfant, on va te laisser lui parler. J'ai dit, pour vrai, oh my God, là, c'est une joie. Donc, c'est juste pour vous montrer que ça a fait une grosse différence. Donc, on serait rendu à la conclusion. J'ai mis des hypothèses et des pistes de discussion parce que je suis pas, c'est ça, je suis encore dans l'analyse et je me disais que bon, la discussion qui va suivre va me permettre aussi d'aller plus loin dans mon analyse. Donc, les hypothèses qui ressortaient et les pistes, c'était que pour plusieurs participants de la violence conjugale et ou institutionnelle, semble avoir entravé la relation avec les enfants ou avoir conduit à des séparations temporaires ou permanentes avec ceux-ci. Et aussi, l'autre chose qui me semblait importante, c'est que malgré des parcours de vie particulièrement complexes, les nombreux efforts et les stratégies qui ont été déployés par les mères mettent en lumière l'importance qu'elles accordent à la sécurité, au bien-être et au maintien des liens avec ceux-ci. Donc, voilà. J'ai mis 2 limites qui me sont venues rapidement. Évidemment, la taille de l'échantillon, c'est 14 participantes, mais aussi j'ai mis l'analyse secondaire des données. En fait, c'était juste pour vous expliquer aussi que dans cette recherche-là, la maternité n'était pas un sujet central, ce qui fait que ça faisait partie des trajectoires qui étaient abordées avec les femmes, mais il y avait beaucoup d'autres sujets à aborder avec elles aussi. Donc, il y a des femmes qui ont parlé beaucoup de leur expérience de maternité, qui ont expliqué en détail les trajectoires, les parcours, et d'autres beaucoup moins. Ce qui fait que moi, je travaille avec le matériel que j'ai et donc mes objectifs ont été faits pas en fonction des entrevues qui étaient juste centrées sur la maternité. Donc, c'est sûr que ça apporte certains défis aussi. Et que ça va être important qu'on poursuive les recherches. Là, que pour moi, c'est comme un premier truc exploratoire pour mieux comprendre la réalité, mais que je pense vraiment que ça va prendre d'autres recherches là, pour approfondir le sujet puis mieux comprendre. Donc voilà, j'ai fait le tour. On serait rendu à la période de questions et d'échanges.